swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume. Petit disclaimer, il y aura un petit drop de qualité si vous nous regardez sur YouTube, mais ne vous inquiétez pas, d'ici quelques minutes, ce sera de retour au top. Bien, Brooklyn, shout out to Brooklyn, shout out to the Brooklyn Nets. Et ça c'est très drôle. Alors, le podcast a commencé, petite anecdote un peu flinguée. Les pop-up girls des Brooklyn Nets s'appellent les Brooklyn Nets. C'est vrai? C'est vrai. Voilà. Mais du coup, c'est un jeu de mots même en anglais par rapport à brunette ou? Non, par rapport à, en gros, tu sais, Brooklyn Nets et Brooklyn Nets. Ouais, mais en anglais, ça le fait pas le jeu de mots Brooklynette? Bah si, tu sais, tu passes de Brooklyn Nets à Brooklyn Nets. Putain, c'est malin. Ils sont malins, C'est ces smart. Américains. Ah non, bah, niveau com, il n'y a pas mieux, hein, on va pas se mentir. Exactement, c'est smart. Comme Smart Fight. Nicolas Haute, Ouais. on vient de finir le premier programme. Là, j'ai entamé le second, mon cher Rust. Je ne saurais que chaudement vous le recommander. On en parlera un petit peu si les gens ça les intéresse, parce qu'on nous demande souvent pour faire du sport tout simplement en confinement. Donc c'est quoi? C'est smartfight.fr sur Instagram. Et il y avait aussi des questions sur notre cher Chris Weidman, les workouts de Chris Weidman. Il y a quelqu'un qui trouvait que c'était un petit peu trop dur. Bah, en soi, c'est comme quand on avait parlé de David Goggins. C'est vrai que c'est des entraînements qui demandent quand même pas mal de s'y mettre, mais après, c'est ce qui est. En soi, moi, je trouve ça assez beau dans le sens où, comme on n'a pas de matos, il faut quand même qu'on puisse se dépasser un petit peu. En fait, c'est ça, parce que le truc, c'est que c'est mieux d'avoir un workout où c'est la mort, mais du coup, ça te fait un objectif, et le jour où tu réussis à faire le workout en entier, bah alors là, t'es le roi du monde, quoi. Donc, en vrai, il vaut mieux que ce soit Demi-dieu. plus dur que pas assez. Ouais, Exactement. God De of War. toute façon, c'est toujours mieux quand c'est dur. Bref, on va poursuivre. Wouh! Alors là, on est déchaîné. C'est freestyle. On va poursuivre avec Justin Gaethje, oui, donc qui est champion intérimaire. C'est pour ça que vous êtes là après cette intro un petit peu trop longue. Donc Justin Gaethje, champion intérimaire, il va affronter Khabib Nurmagomedov. Premier point, les négociations vont être royales pour les deux hommes parce qu'ils partagent le même manager. Donc autant vous dire que là, ça va être jackpot pour les deux hommes. Ah ben, Ali Abdelaziz, c'est en train de devenir, mais vraiment, le Midas du management. C'est vraiment littéralement tout lui réussit, tout ce qui touche transforme en or. Il a, voilà, on répète, il a Henry Cejudo, Kamaru Usman, Khabib, Justin Gaethje, et il en a encore des tripotés dans toutes les organisations. Et donc, franchement, Ali Abdelaziz, mais vraiment, c'est une force dans le monde du MMA, impressionnant. On pense ce qu'on veut de l'homme, mais alors en tout cas, les résultats sont là. Top of the pop, et puis on rappelle qu'en juin dernier, donc lors de l'UFC qui était à Chicago, il avait déjà fait le coup avec Cejudo contre Marlon Moraes, où il représentait tout simplement les deux challengers pour le titre vacant. Donc bref, comme le dit Rust, il est partout. On doit, et on le fera très bientôt, un podcast dédié à ce cher Ali Abdelaziz. Bien, donc Justin Gaethje, après ce qu'il a montré face à Tony Ferguson, je l'ai regardé à nouveau le combat. Le 5e round est vraiment difficile. Donc vraiment, il a infligé une rouste à notre cher Tiferg. Et là, la question qui se pose, mon cher Ross, c'est que va-t-il se passer face à Khabib Nurmagomedov? Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir finalement après ce qui vient de se passer? Ou est-ce qu'au contraire, on a laissé passer avec Tony Ferguson la chance d'avoir un combat compétitif? Parce que là, oui, je vous vois venir. Oui, vous voulez que Khabib perde ceci, cela. Non, c'est juste se dire, est-ce qu'on va avoir un combat qui va nous permettre de voir Khabib, on va dire, vraiment challenger? Dans le sens où, par exemple, Don Jones, quand il y a eu le premier combat contre Daniel Cormier, on était tous, ah ouais, ah ça y est. Là, il y a quelqu'un qui va pouvoir nous le titiller, le boug. Et finalement, il s'est fait titiller, mais il a gagné. C'est pour ça, en fait, le MMA, c'est vraiment intéressant que quand tu as une compétition entre les meilleurs, parce que oui, c'est vrai que ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est voir des représentants du sport qui sont les meilleurs dans leur domaine.
Si c'est un Khabib qui est en lutte et absolument excellent, bah voilà, on est heureux comme Ulysse parce que on a ce qui se fait de mieux sur cette planète. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir des oppositions de style ou des oppositions tout court où tu as vraiment les meilleurs du monde qui sont challengés parce que ça veut dire que donc on aura un combat qui sera un combat de, on ne peut pas faire de plus haut niveau que ça. Et c'est vrai que bah, pour l'instant, c'est un peu comme avec GSP. C'est cool d'avoir GSP, d'avoir cette chance d'avoir été témoin du run de GSP en welterweight, mais il était tellement au-dessus du lot que, on n'a peut-être pas eu la meilleure version de GSP. Si ça se trouve, il était exceptionnel. Hein. Alors là, vraiment, mais vous ne pouvez pas faire plus gros fan de GSP. Mais est-ce que ça n'aurait pas été mieux pendant son run si on avait eu des gars qui étaient au même niveau que lui? Parce que alors là, tu as un combat de titans. Ça tire vers le haut tout le monde, en fait. Et la raison pour laquelle on aimerait bien voir justement Tony Ferguson contre Khabib, on aurait aimé en tout cas, c'est que si le combat est compétitif, ça veut dire que ça tire aussi Khabib vers le haut. Et on a envie de savoir, on a envie de connaître toutes les facettes de Khabib. Pour l'instant, on voit qu'un Khabib démolisseur et destructeur de monde et Thanos. Et on aimerait bien en savoir encore un peu plus sur son mental, sur comment il fait les choses quand il est sous pression. Est-ce que Khabib peut paniquer? Et voilà, et c'est pour ça que ça, on le saurait que si on avait un combat compétitif, quoi. Entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que c'est la question qui se pose finalement sur notre cher Justin Gaethje, parce que là, Tony Ferguson, il avait sur le papier en tout cas, parce que oui, nous ne l'avons pas vu affronter Khabib, les armes évidemment pour être un véritable poison pour lui. Vous l'avez vu contre Justin Gaethje, c'était beaucoup plus compliqué pour lui face à un adversaire qui avait les mains extrêmement lourdes, qui était précis, rapide et qui était surtout dans le bon timing complètement et parfaitement géré par Trevor Whitman. Mais vous savez, c'est du MMA, donc les maths ne marchent pas avec le MMA de dire machin, machin, donc machin va forcément battre machin, surtout que là, nous étions dans des conditions effectivement particulières. Ayant toutes ces infos, même si voilà, les prochaines semaines, risquent d'être intéressantes, parce que c'est vrai que moi je suis assez curieux d'avoir un Tony Ferguson justement reposé par rapport à cette situation-là, qui va pouvoir se livrer quant à la gestion aussi de son training camp, le fait peut-être qu'il avait prévu une stratégie différente. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de points qui vont être assez intéressants par rapport à ça. Après, il l'a déjà dit ça, je ne sais plus dans quel, je crois que c'était peut-être le post-fight direct avec Joe Rogan, je ne sais plus, mais je me souviens l'avoir entendu après le combat dire, Il le problème, depuis novembre. ouais, Ouais. et pour Khabib. Et du coup, Oui. il l'a dit, et je sais pas en plus si c'est le genre Tony à faire, j'espère, hein, ce serait bien, mais un espèce de conférence qu'il organise genre dans, je sais pas, dans 2 semaines, où il se livre sur tout et ça, c'est pas le genre, c'est pas le genre de la maison. Du coup, je pense qu'on n'en saura jamais vraiment plus, mais en revanche, c'est vrai que je suis d'accord, on va voir et ça va être intéressant de voir ce qu'il advient du futur de Tony Ferguson parce que tout va dépendre de sa motivation en fait. Parce que sa motivation à devenir toujours le meilleur artiste martial possible, ça je pense qu'il l'aura toujours. Mais là, si jamais il se met dans la tête que le problème c'est qu'il y a les politiques de l'UFC, qu'il y a peu de chances qu'il ait encore un nouveau combat pour le titre parce qu'il sait que devant il y a du monde que l'UFC porte un peu plus dans leur cœur. Donc tout va dépendre, je pense, de la motivation de Tony à vouloir continuer sa carrière à l'UFC, en fait. Eh oui, complètement. Et puis surtout si l'UFC veut le libérer. Concernant notre cher Justin Gaethje, là on l'a vu debout, ce sera extrêmement compliqué pour Khabib. Mais là vous allez me dire, mais Guillaume, Khabib, il reste debout quand le combat est déjà plié. Et je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on le voit à chaque fois au 3e, 4e round, quand il en a déjà 2 dans la sacoche et qu'il peut se dire, soit je souffle, soit je me permets d'un peu jouer mentalement avec mon adversaire qui est censé être meilleur que moi. Et même si je vais perdre pour la première fois un round de ma carrière contre Conor McGregor, dans les faits, ceux qui ont regardé les combats savent très bien qu'il n'a pas perdu ses rounds. Donc voilà, mon cher Rust, une fois qu'on sait tout ça, est-ce que finalement Justin Gaethje, donc les 1 et 2 rounds où Khabib va tenter les takedowns, évidemment, il va, je pense, pouvoir peut-être en stopper 1, 2, 3, mais est-ce qu'il va surtout pouvoir rester debout et surtout réussir à frustrer Khabib au point où Khabib soit obligé, dans les 1 ou 2 rounds, de rester debout, et là, c'est là qu'il peut y avoir le plus de danger finalement. À première vue comme ça et très à chaud, franchement, je dirais non. Parce que, voilà. Mais le problème, en fait, c'est que Justin, on ne sait pas. On ne sait pas. Et Justin, oui, c'est vrai, déjà, on n'en sait pas forcément beaucoup sur sa lutte. On sait qu'il a un bon niveau en lutte,
Je crois qu'il était en division 1, NCAA, il me semble, et il faudra aller voir sur Internet. Mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire qu'il a un très très gros niveau. C'est vrai que c'est juste qu'on ne le voit pas souvent en fait. Ouais. Et le problème, c'est que je pense il est agressif, c'est-à-dire qu'il est quand même. C'est vrai que maintenant, il fait un peu plus de in and out, mais il n'est pas non plus, disons, léger sur ses appuis en fait. Et il est quand même constamment en marche avant. Ouais. Il est quand même très droit, très haut. Il se tient très haut. Et dans sa manière de défendre en striking, ça s'est amélioré de dingue par rapport à avant, disons, les combats contre Dustin Poirier et Alvarez. Mais ça reste quand même une défense qui, si tu finis par un takedown, tu es quand même vachement plus exposé. Parce qu'il reste très droit, même dans sa défense de striking. C'est pas non plus des énormes mouvements de tête, de buste, etc., additionnés de repli un peu à la, je sais pas, à la Stephen Wonderboy Thompson ou même à la Conor, qui est beaucoup plus mobile lors de ses retraits et dans sa défense de striking. Donc, stylistiquement, ça. Voilà, Après, c'était aussi contre des adversaires où il y avait peu de chances, mine de rien, qu'ils tentent les mises. C'est vrai. Après, on pourrait dire quand même que contre Tony, il y avait cette menace des Imanari Roll, des trucs comme ça, mais c'est vrai, c'est pas des takedowns traditionnels dans le sens double leg, dans le sens single leg ou quoi que ce soit, comme ce que tenterait plus Khabib. Et c'est vrai, ce serait qui le seul vrai gros lutteur qui vient pour te mettre au sol, qui aurait pu affronter Khabib? Bah là, dans les 5 combats derniers, déjà, j'en vois pas. Gaethje, tu veux dire? Gaethje, j'ai dit? Oui, t'as dit Khabib, c'est pour ça. Gaethje, ouais. Dans les 5 Gaethje, il y avait Alvarez qui a porté cette menace, mais il s'en est pas servi. Il s'en est pas sorti. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu se servir de ça, Lutte Alvarez. Ouais. Donc, il faudrait presque revenir au PFL. Il faudrait revenir au PFL. Donc, ouais, voilà. On n'en sait pas, on sait pas grand-chose. Tout ça pour dire que c'est un peu le flou sur, disons, le niveau en lutte et la capacité de défense de takedown de Justin Gaethje. Mais stylistiquement, c'est pas, à première vue, c'est quand même pas terrible. Le style de Gaethje pour un mec contre Khabib. Mettre la pression à Khabib, c'est tout bénef pour lui. Se tenir droit et être bon en anglaise, à la limite, c'est presque le positif. Être un bon kicker contre Khabib, on l'a vu contre Barboza, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Donc voilà, finalement, stylistiquement, ce qu'il faudrait, c'est ce qu'on dit en fait depuis déjà pas mal de temps, c'est soit quelqu'un comme Ferguson, c'est-à-dire qui au sol pose des problèmes à Khabib, dans la théorie, soit quelqu'un qui soit très léger sur ses appuis et qui ait la death touch, Complètement. La touche de la mort. Exact. Et j'ai du mal à le sortir. Donc c'est pour ça en fait que depuis le début, ce qui se dit dans les cercles sombres un peu, c'est que soit c'est Tony qui peut battre Khabib, soit c'est Conor. Mais bon, du coup, dans son A-game. Voilà, entre guillemets, dans son A-game. On va se faire fusiller, mais c'est pas grave, je continue de le penser. Mais cela dit, notre cher Gaethje, mine de rien, moi, les motifs d'espoir que j'ai, là, je vous dis pas du tout qui va gagner. Quand on fera la preview, mon pronostic sur une victoire de Khabib par KO 4e round, voilà. KO, mais quand je dis KO, ground and pound. KO 4e round, ground and pound. Voilà. Voilà. Ça a le temps d'évoluer. Ah la vache. Donc, oui, mais attends, non. Parce que ça veut dire que là, on est en train de dire qu'on serait dans une situation que donc ça peut pas être KO parce que les KO genre un petit KO, pardon. Oui, oui, parce que je comprenais dans ce que tu veux dire que c'était un petit KO, mais donc ça veut dire, tu es en train de me dire là, tu es en train de nous dire à tous ensemble là, qu'en gros, on arriverait dans une situation où Justin Gaethje se mettrait en boule et l'arbitre arrêterait le combat parce que Justin Gaethje ne veut plus combattre. Grosso modo, c'est ça que. Parce qu'un TKO finalement. Oui, mais parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que ça veut dire que, en fait, qu'est-ce que tu visualises? Parce que là, du coup, moi, de ce que je comprends, tu visualises à un moment donné où Justin Gaethje pourra même plus se défendre et en gros, il se fera hameçonner comme ça sans pouvoir se défendre. Exactement. Exactement. Je pense qu'il sera toujours là, mais il ne se défendra plus de manière intelligente. Et donc l'arbitre sera obligé d'intervenir. Là, comme ça, brûle pour point, je pense que c'est ça. Mais en fait, et là, les motifs d'espoir que j'ai par rapport à ce combat-là, pour que ce soit quand même intéressant, c'est mine de rien le combat contre Dustin Poirier. On a beau dire ce qu'on veut, certes, Dustin a passé un très mauvais quart d'heure, mais c'est peut-être celui qui a mis le plus en danger Khabib de tout ce qu'on a vu précédemment.
Je pense notamment à la fameuse guillotine. On a beau dire ce qu'on veut, mais mine de rien, Habib, Ouais. il a eu chaud. Lui-même l'a Même reconnu. l'a dit, ouais. Et debout, il l'a vraiment touché. Ensuite, il n'a pas réussi à suivre parce que Habib, dans son style peu orthodoxe, il a réussi à complètement le désarçonner par rapport à ça. Mais là aussi, on en parle souvent des différences entre Justin et Dustin. Mais Justin, je pense que Justin, si justement il touche, tu auras ce côté, il va vraiment clairement jouer sa chance dans le sens où Dustin Poirier, il a presque ce côté, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais trop intelligent, trop réfléchi dans son approche, où justement là, il s'est fait un petit peu, je pense, dépasser par la pression, où en gros, il pouvait pas y aller complètement à fond, et il nourrissait énormément de regrets après le combat, parce que c'est vrai, je pense qu'il a trop réfléchi à, oh putain, si j'arrive à le faire, si je fais ci, si je fais ça. Justin Gaethje, lui, il se pose pas ces questions-là. C'est s'il peut le faire, bah, vous pouvez être sûr qu'il va le faire. Et si Trevor Whitman, il lui dit, bah là, tu vas pas y aller 10% moins fort pour donner tout ce que tu as, non, là, j'ai envie que bah, les enclumes, tu les balances. Que ça passe ou que ça passe pas, vous pouvez être sûr qu'au premier round, il va balancer les bombes. Et voilà, ça va peut-être pas suffire pour mettre KO Habib qui a une énorme tête. Et comme Henri Cerudo, bah, même si vous le touchez, bah, peut-être que ça va pas le faire. Mais voilà, et je pense que justement, ces 2 premiers rounds, les, les peu de moments où il va pas avoir à défendre les takedowns, parce qu'à chaque fois, il y a ça, il y a ces moments où Habib, bah, justement, il va pas directement se lancer pleine balle. Ces moments-là, il va peut-être se passer quelque chose. Et le moment où il va toucher Habib, soit bah justement, on va juste se dire oh putain, ouais, c'est vrai qu'il a vraiment un crâne en forme d'enclume, et là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, rien du tout. Soit Habib va peut-être être un petit peu chancelant, et là, il y aura peut-être quelque chose à faire. Mais sinon, à part ça, c'est ce que je me dis. Genre, en fait, je ne pense pas que sur les 2 premiers rounds, il va suffisamment réussir à être puissant pour pouvoir écarter Habib, parce que je le vois pas s'imposer par soumission. Enfin, pour moi, s'il gagne, il gagne que par KO. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que là, tu soulèves le point qui est le plus intéressant, je pense, c'est le fait que, et c'est ce qu'on avait dit déjà par rapport à un potentiel Ferguson contre Khabib, c'est que, et de fait, parce que on a vu par des mecs comme Dustin qui ont douté, et donc ça leur a coûté le combat parce qu'ils n'ont pas osé, enfin, disons, on ne sait pas si ça leur a coûté le combat parce qu'on ne sait pas du tout s'ils auraient gagné, bon, il y a quand même peu de chance malgré tout, mais en tout cas, le fait qu'ils aient douté, eh ben, on a senti que clairement, ça permettait à Khabib de prendre l'avantage directement. Ouais. Et ce qu'on disait par rapport à Tony, et effectivement, je pense que ça se transfère à Justin, c'est le fait que, eh ben, que ce soit Gaethje ou Ferguson, peut-être la meilleure arme qu'ils ont à leur disposition pour battre Khabib, c'est que eux ne doutent pas. Ils ne C'est clair. doutent pas. Et oui, on peut dire que, bah, et alors, Ferguson n'a pas douté à la fin contre Gaethje. Euh, je pense pas que c'était douter de la même manière parce que Mhm. c'est douter au 4e round et demi quand tu t'es pris des Mhm. toises et des toises et des toises. C'est pas douter de tenter crânement sa chance dès le début. C'est Parce clair. qu'il n'y a jamais aucun moment dans la carrière de Tony où il a hésité à faire ses trucs au début parce qu'il avait un petit peu d'appréhension par rapport à est-ce que ça peut marcher ou pas. Et je pense effectivement que Gaethje étant dans ce mindset aussi de se dire de toute façon, je douterai de rien de ce que je peux faire. Ouais. J'ai tellement confiance en mes capacités, en ce que me dit Trevor Whitman. Et en plus, bah, il a quand même, il a ça pour lui qu'il est sur 4 victoires énormes d'affilée. Donc ouais, mentalement, c'est peut-être le plus gros avantage Justin, Justin Gaethje, c'est qu'il ne doutera pas. Et il a les exactement. armes pour faire mal. Donc les deux en même temps, ça fait quand même un truc intéressant. Voilà, et donc vous n'aurez pas ce côté, et c'est là aussi que moi, on va dire, j'attends ce combat-là avec une certaine impatience, c'est que je suis convaincu qu'on aura les deux au top. Parce que Habib, on sait qu'à chaque fois, il vient au top hors blessure, bien évidemment, mais on sait le game plan qu'il applique. Voilà, il va pas se mettre à dire, bah là, ça va être salade de spinning back kick. Et de l'autre côté, on a Justin Gaethje, là, on sait aussi qu'il va vraiment jouer crânement sa chance, et là, ça peut être intéressant. Mais voilà, après, est-ce qu'il peut résister? Est-ce qu'il peut. Tu disais, c'est là aussi l'autre motif un peu d'espoir que j'ai avec Justin Gaethje, c'est que il a su se réinventer après les 2 défaites. Là, on l'a vu contre Ferguson, un Justin Gaethje qu'on n'avait pas vu depuis toujours finalement. En short notice, voilà, la version officielle, c'est que c'était en short notice. Maximum, on va dire qu'il a eu, allez, 1 mois et demi, 2 mois pour se préparer. Donc c'est quand même énorme pour faire ces ajustements-là, être aussi sharp aussi, parce que franchement, là aussi, 73% de réussite face à Tony Ferguson, c'est énorme, surtout sur 5 rounds. Ouais. Donc voilà.
Et se dire ça, là, il sait qu'il affronte Habib. Donc, si vous voulez, même s'il a beau ne pas être en camp d'entraînement là, il sait qu'en septembre, octobre, dans le meilleur des cas, et même dans le pire des cas, on va dire que c'est en décembre. Mais si vous voulez, là, il sait qui il va affronter. Et pour un mec comme ça, j'ai même envie de vous dire, pour un mec comme Trevor Whitman, c'est de l'or. C'est de l'or parce qu'il va mettre à sa disposition tout le savoir qu'il a, plus ses années d'expérience, plus tout le roster et tous les mecs avec lesquels il a travaillé précédemment, et il y en a énormément, pour justement réussir à résoudre cette énigme Habib. Et là, je pense que c'est hyper intéressant parce qu'en plus de Justin Gaethje, là, vous avez un vrai mastermind qui va se coller à ça. Et là, moi, je me dis que ça peut être intéressant. Ouais, et d'autant plus, alors c'est peut-être un détail, mais ça peut avoir une importance. Tous les combattants, là, au sortir de l'UFC 249, on dit, putain, c'est quand même un truc de dingue d'entendre clairement son corner, tout le temps et à toutes les occasions. Et en gros, tout le monde l'a dit, Bryce Mitchell le premier, et même tous les combattants l'ont dit, ça change tout en fait, de pouvoir clairement et à chaque moment entendre ce que te dit ton corner. Et bon, bah, dans le cas de Habib, ça n'aura pas d'intérêt parce qu'ils parleront en russe, et le corner de l'adversaire. Mais le fait d'avoir Trevor Whitman déjà, et pendant le camp d'entraînement, et je suis complètement d'accord, c'est pas comment dire, c'est pas anecdotique. Le fait d'avoir un gars comme ça qui te prépare, qui est capable de décortiquer les vidéos de Habib, qui est capable de créer un game plan aux petits oignons, c'est vraiment c'est une arme en plus qui est monstrueuse. C'est monstrueux. Et en plus, du coup, le fait qu'ils seront peut-être encore dans un setup où pas de public, et donc t'es téléguidé en fait. Tu as ton entraîneur, et si tu es quelqu'un qui est réceptif, comme Justin Gaethje l'est, et ben grosso modo, c'est presque Whitman qui joue à la PlayStation avec Gaethje, et là, ça peut faire mal, quoi. Donc, ouais, vraiment intéressant, et c'est ce que tu disais en fait, et je te rejoins, c'est avant le combat contre Ferguson, il y avait peut-être un tout petit peu ce côté, putain, si c'est Gaethje qui gagne, bon bah ça va être Gaethje contre Habib, presque, bon bah merde, ça va être Gaethje contre Habib, alors qu'on avait envie de voir Ferguson contre Habib. Là maintenant, après cette démonstration et cette espèce de coup de tampon sur la carte de ok, vraiment je suis capable d'appliquer le style contre n'importe qui et ça marche, eh ben c'est vrai que c'est quand même intéressant. Oui, il a un style qui se prête un peu mieux au jeu de Habib, mais c'est quand même, il y a des motifs, disons, d'espoir, si espoir veut dire compétitivité dans le combat, quoi. Exactement. Et l'autre point aussi qui, moi, est, on va dire, rassurant, parce que pareil, là aussi, c'est extrêmement compliqué, c'est que dans sa carrière UFC, il a toujours pas affronté de pur lutteur, notre cher Gaethje. Donc là aussi, c'est un peu comme quand Dustin Poirier est sur sa folle série. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est on se base sur l'existant, mais on n'a jamais eu, il n'y a pas de le combat type qui nous fait dire, ah bah là, bah, regardez ce qui s'est passé, il va lui faire exactement la même chose. Mais l'autre truc pour moi qui est aussi intéressant, c'est que Gaethje, même dans ses défaites, il fait énormément mal aux adversaires. Et là aussi, Habib, on l'a jamais vu justement souffrir face à un mec. Et je pense pas qu'il va réussir à le finir en 2 rounds pour le coup, Gaethje. Je pense vraiment que, à mon avis, il va gagner, Habib va gagner, mais ce sera pas une victoire en 2 rounds où vraiment, enfin, tranquille, il va quand même un petit peu souffrir. Et quand je dis souffrir, enfin, avoir de la difficulté pour vraiment imposer son rythme et vraiment imposer sa domination physique et mentale sur son adversaire. Mental même, c'est même pas sûr en fait. J'ai même juste envie de dire physique. Mais est-ce que Gaethje va pouvoir le faire souffrir pour le coup physiquement et lui infliger des dommages? Parce que là aussi, et ça c'est quelque chose qui peut être complètement différent, on le disait avec Tony Ferguson, si Tony arrive à couper Habib, on parle pas vraiment d'un truc qui va spécifiquement faire mal, mais ne serait-ce que pour un mec qui roule tout le temps sur les mecs, de se retrouver avec son propre sang qui commence à couler et faire « Oh putain, merde, ça m'est jamais arrivé ». Et là, imaginons Habib qui se fasse flinguer une jambe, qui soit « Oh putain ». Enfin, c'est la première fois en dehors de mes entraînements que là, je suis en train de pêcher face à un mec qui, en plus, lui, quand je suis en train de le défoncer en ground and pound, à la différence de McGregor, qui était un peu en PLS, là, qui avec un putain de smile, qui a du sang plein la gueule, mais qui vraiment sourit, qui semble kiffer ça, je vais se dire, ah putain, ça fait chier. Et là aussi, c'est un truc, peut-être que lui, mentalement, ça va un petit peu le désarçonner, mais voilà. Bah, c'est vrai que, j'ai aussi. ouais, ça va, en tout cas, ça va être intéressant parce qu'encore une fois, c'est vrai que comme on avait eu entre Justin et Tony Ferguson, et ça n'a pas déçu. Là, on a encore une fois aussi une guerre des mentales, quoi. Et franchement, c'est vrai que juste de voir ce que peut faire Justin Gaethje
mentalement à Khabib, premièrement en n'abandonnant pas, deuxièmement en osant face à un mec comme Khabib et vraiment en tentant sa chance, en mode vraiment rien à perdre. Et si effectivement au troisième, quatrième round, il est encore là avec le smile, il va se passer un truc intéressant. On ne sait pas ce que ce sera encore, mais il va se passer un truc intéressant. Parce que je pense que c'est impossible que Khabib fasse abandonner Justin Gaethje. Ouais. Impossible à mon avis. En plus, Justin Gaethje, après, il faut voir, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, il n'a jamais subi de laminage en règle sur 5 rounds. Donc là, il a gardé son explosivité sur les 5 rounds contre Tony Ferguson, mais ça s'est passé uniquement debout. Donc, il n'a pas été cherché autant dans les lactiques, il n'a pas été cherché autant dans, je sais pas, tu sais, pousser à mort pour essayer de se dégager, et puis en plus, après, pousser d'une certaine manière, des efforts un peu longs musculairement, en tension constante, etc. Donc, c'est encore autre chose. Musculairement, est-ce que Justin sera encore là au 5e round? Du coup, physiquement, Et c'est ça, là, c'est une autre question. complètement. Et quand Ross dit ça, c'est bien sûr quand il dit justement l'importance de l'actif, c'est quand vous avez vu le combat McGregor contre Habib, l'entièreté du round qui s'est disputé debout, ok, McGregor a gagné, mais il n'y a aucun moment où il avait la même puissance, la même réactivité, la même vitesse. Donc si vous voulez, Habib, ok, il a perdu parce qu'il s'est fait plus toucher, mais voilà, c'était, je te laisse un round pour moi souffler et mieux de finir dans le 4e. Donc si vous voulez, là aussi, et c'est ce que Ross disait pour être vraiment complètement exhaustif sur la question, là c'est est-ce que au 3e, 4e, si Gaethje est là, est-ce qu'il aura toujours la même puissance comme ce que vous avez vu contre Ferguson, ou comme là, il n'a pas du tout eu à défendre les takedowns, à avoir justement toutes ces séances de préhension, est-ce qu'il gardera cette même puissance pour que Habib se dise ok, c'est chaud, même moi, je ne peux pas prendre ce round off, entre guillemets. Et puis il y a aussi un autre truc qui va être intéressant, c'est que dans toute la carrière de Justin Gaethje, oui, c'est vrai que c'est impressionnant parce que comme un Robbie Lawler et un Tony Ferguson, il est capable de se marrer au milieu d'un combat, genre au 5e round. Cela dit, toute la carrière de Justin Gaethje, dans les combats où c'était des guerres ou alors il kiffe, c'est parce qu'il en met autant qu'il en donne. Non, Ouais. il en met autant qu'il en prend, pardon. Et le problème, c'est comment est-ce que tu gardes vraiment le smile et j'adore ce que je fais quand tu donnes pas un seul coup, mais que tu te fais poncer le nez pendant 5 rounds. Là, c'est pas sûr. Enfin, c'est pas sûr que tu prennes autant de plaisir quand même. Parce que c'est ce que disait Tyson, le combat, c'est marrant quand tu donnes des coups, c'est pas forcément aussi marrant quand tu fais qu'en prendre. Donc, oui, le mental, il sera là. C'est-à-dire que je pense que c'est compliqué, voire impossible de faire abandonner mentalement un Justin Gaethje. Mais le coup du j'adore ce que je fais, je kiffe, etc. Quand tu t'es fait, mais ouais, poncer, agrafé au sol pendant vraiment l'entièreté de 5 rounds, que c'est le 250e coup que tu te prends au grand and pound, que tu peux pas bouger. Ah non, mais surtout, on l'a vu. On l'a vu plusieurs fois avec des mecs qui sont extrêmement combatifs et impressionnants debout. Je pense notamment à Michael Johnson et dans un style différent, Francis Ngannou. Le combat de Francis contre Stipe Miocic, vous regardez l'attitude de Francis dans le 5e et Michael Johnson après qu'il ait touché Habib en tout début de combat, exactement. Bah, vous voyez les gars, c'est toute la combativité des mecs qui sont quand même connus pour justement ne rien lâcher. Bah là, il y a une partie quelque part de leur âme pendant le combat qui s'est envolée. Et c'est vrai que Justin Gaethje, même si là aussi, je pense pas, mais le fait d'être dans une situation où vous êtes un athlète professionnel, vous êtes vu comme un tueur dans votre catégorie ou un tueur. Michael Johnson, même s'il a jamais été vu comme un top contender, hein, il a été top 5 à un moment donné, mais on s'est jamais dit, ok, c'est un pro, enfin, il va gagner le titre. Mais tout le monde était, ok, il fait vraiment pas gaulerie debout, donc vous êtes vu vraiment comme un cador là. Dans votre tête, vous vous dites, ah putain, il y a quand même un monde d'écart entre ce que moi je peux faire et Francis Ngannou, c'était ça, je sais plus si c'était le 3e ou 4e round, il s'est pris 84 coups à 3, enfin, c'était vraiment monstrueux. Et là, pour le coup, c'est vrai que une fois que vous avez passé ce seuil-là, vous ne pouvez pas revenir dans le combat. Ça va être juste une fin lente et douloureuse. En fait, c'est ça, et ça rappelle un petit peu, par exemple, un gars comme Koreshkov contre Ben Askren, parce que Ben Askren, Ouais, lui, avant de se complètement. prendre toise sur toise à l'UFC, c'était quand même un destructeur dans d'autres organisations, Invaincu. et contre des très bons, et contre, contre Koreshkov, mais c'était ça. Koreshkov, c'est un monstre, hein, et il est ultra combatif, mais disons qu'en fait, dans son combat contre Askren, il y a eu un moment où tu peux être le plus combatif du monde quand tu as mis déjà des énormes toises au gars, qu'il n'est pas tombé, et que
En revanche, quand tu lui as donné tes plus gros coups, eh ben, ça l'empêche pas d'avancer, de te mettre au sol. Et une fois que tu es au sol, tu es complètement, comment dire, inoffensif, inefficace, inutile. Eh ben, tu restes combatif parce que c'est dans ta nature. Mais comment dire, il y a un espèce de mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Et ça, alors, faudra voir comment ça se passe dans ces cas-là, mais ça doit être très compliqué, même si tu es un chef de guerre, parce que mettons que Justin Gaethje tartine Khabib dans les rares ouvertures où il en a l'occasion, il le tartine comme on l'a vu tartiner Tony Ferguson, et ben, et Khabib ne tombe pas, il se prend les plus gros tractopelles que puisse donner Gaethje, il ne tombe pas, et il arrive à mettre relativement aisément et à l'y maintenir Gaethje au sol. Si ce scénario-là se répète pendant 4 rounds, enfin, qu'est-ce que peut penser Gaethje? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut se dire? Il va pas se dire ouais, mais j'ai encore le puncher's chance. Ben non, parce que tu lui as déjà collé les plus énormes mandales que ton corps est capable d'offrir. Exactement. Donc, et au sol, tu as été un pantin désarticulé entre les mains du Gepetto d'Agestanais, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Et en Et c'est dehors de ça le ça, problème. même s'il y a, enfin, ça aussi, c'est du point de vue même du déroulé du combat. Même si Justin Gaethje arrive à repousser les takedowns, ça vous fait pas gagner le combat. Parce qu'il faut aussi être un petit peu à l'offensive. Donc si vous passez votre temps à être un peu comme le combat contre Gleison Tibau, certes, il s'est pas fait souiller au sol comme tous les gars, mais il n'était pas à l'initiative. Et ça, ne pas être à Ouais. l'initiative et être tout le temps justement sur donc la défensive, ça vous fait pas gagner le combat. Donc il faut aussi pouvoir apporter quelque chose. Et comme l'a dit Ross, c'est vrai que si les seuls moments où il a sa chance, ça va pas durer longtemps de toute façon, il n'arrive pas à faire vraiment du dommage, ça va être compliqué. Mais, et là vraiment, moi voilà, j'ai un petit peu espoir. Et c'est peut-être, voilà, Justin Gaethje, on peut avoir l'espèce d'hybride entre Conor McGregor et ce que les mecs peuvent apporter justement en défense de lutte, c'est avoir ce côté un petit peu sniper et le peu de moments où il justement pourra faire quelque chose, et bah il pourra se produire. Allez, il pourra essayer de faire mal à Khabib. Parce que pour moi, il n'y a même pas besoin spécifiquement qu'il le mette KO, tu vois. Mais si c'est vrai que les premiers, deuxièmes rounds, où généralement la Khabib, c'est sa domination. Là c'est vraiment là que tout se base pour lui. Il arrive à le toucher et Khabib se dit ok, là je peux même pas me permettre d'y aller déclencher mes takedowns à péta au schnock comme je le fais d'habitude parce que le mec il va clairement m'attendre et que même si j'ai la main sur lui, bah va y avoir des coudes, va y avoir des coups de poing qui vont être vraiment monstrueux pour moi. Et donc, ok, certes, je sécurise le takedown, mais au prix de 30 secondes de douleur, je pense que ça peut un petit peu changer. Ouais. Et c'est vrai que, parce qu'il y a aussi le côté, bah, on ne sait pas, c'est-à-dire que bah, c'est un peu comme le film de Alain Chabat, il y a le moment où il a un gourdin, et le mec il a mis KO tout le monde avec son gourdin, et à un moment donné il donne un coup, et ça le fait pas, et du coup, putain, mais ça marche pas, et du coup, il essaie sur quelqu'un d'autre, et ça remarche d'un coup. Et ben, ça se trouve, avec Gaethje, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est juste que contre Tony Ferguson, ça ne marche pas parce que c'est Tony Ferguson, mais si ça se trouve, 100% des autres athlètes en lightweight de la planète, il les met KO en un coup, comme il l'a fait avec les 3 Complètement. précédents. Donc, on ne sait pas. On sait que Khabib a un bon menton, mais est-ce que c'est un menton suffisant pour résister au coup de battoir de Gaethje comme a réussi à le faire Tony? C'est pas si évident. Donc, si ça se trouve, en fait, c'était juste une anomalie, ce qu'on a vu contre Tony Ferguson, et peut-être que Khabib ne sera pas capable de supporter 3 ou 4 vagues d'assaut de Justin Gaethje. Donc, c'est vrai que ça, on ne sait pas. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à nous donner votre avis sur ce combat-là. Mais c'est vrai qu'il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement énormément d'interrogations. Reste à savoir qui aura aussi, ça c'est peut-être. Voilà, là par exemple, Justin Gaethje a bénéficié de la présence de Kamaru Usman pour préparer le camp. Est-ce que Kamaru Usman sera aussi avec lui pour ce combat-là? Est-ce que justement Ali Abdelaziz, qui avait aussi amené Kamaru Usman, et Daniel Ben Dariush, Castillo. Benel Dariush, Benil Dariush, oui, pas du tout. oui, Effectivement. pourra bénéficier aussi de ces apports-là. Mais en tout cas, ouais, il y a pas mal d'interrogations sur ce combat-là. Mais vraiment, tout, pour ma part, hein, tout se jouera dans les premiers et deuxièmes rounds. Et ça donnera vraiment le ton de la chose. Parce que, pour Ouais. le coup aussi, mine de rien, Habib, on peut dire ce qu'on veut, il y a énormément de choses qu'il n'a pas connues. Même si là, il est invaincu, il a énormément de combats, il n'a jamais été dans la difficulté. Quand on est dans la difficulté, touché, eu mal et vraiment galéré. Fait un truc comme Conor McGregor a fait, par exemple, contre Chad Mendes, où les 2 premiers rounds, vous vous dites, oh putain.
Ok, Ouais. il est toujours là, mais il s'est quand même fait souiller au sol. Et pour Habib, avoir un moment où justement il se fait toucher, ça peut peut-être tout changer. Il peut Ouais. peut-être avoir quelque chose de complètement différent parce que là encore, hein, quelqu'un comme Habib qui est invaincu et c'est pas invaincu en ayant eu des guerres comme Tony Ferguson ou si vous voulez, il n'était pas invaincu mais il avait 12 victoires consécutives ou si vous voulez, Ferguson, il peut se prendre un knockdown et perdre un round, c'est pas grave et vous êtes d'accord avec moi quand vous avez regardé le combat à l'UFC 249, une fois que vous avez eu le premier, deuxième round, vous n'étiez pas bon bah ok, c'est mort. Vous disiez bon, Mm. bah, on sait ce que Ferguson apporte. Habib, il y a aussi tout l'héritage, tout ce qu'il y a derrière lui. Donc peut-être qu'il peut être toute proportion gardée, bien évidemment, à la Conor McGregor, dans le sens où, bah, quand vous avez vu Conor McGregor contre Nate Diaz, bah, il a tenté le takedown parce qu'il savait que c'était fini et il préférait se Ouais. prendre une défaite par soumission plutôt que de se faire mettre KO. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, on ne sait pas comment réagir Habib mentalement à la vraie difficulté et enfin, disons, en combat, parce que évidemment, son entraînement, le mec, il fait des trucs de ouf et il a un mental d'acier, c'est sûr, mais en combat. Et c'est différent comme type de mental. Et du coup, ben, ouais, ce serait, en fait, c'est ça l'inconnu qu'on veut finalement, qu'on veut savoir. C'est, voilà, on veut juste que Habib soit mis en difficulté pour savoir, quoi. Exactement. Et quand on dit ça justement de comment réagir, c'est pas du tout pour cibler Habib, mais il n'y a qu'à voir les commentaires de certaines personnes sur la défaite de Tony Ferguson. Il y a les gens qui sont qui disent bah, effectivement Geji machin, les autres qui sont ouais sur côté machin. Et pour un combattant, il y a une énorme différence, notamment sur l'après-combat, entre perdre par soumission ou se faire face planter. Vous regardez Daniel Cormier, toutes les moqueries qu'il a eues après la défaite contre John Jones. Le mec ne méritait pas ça. Il a affronté l'un des plus grands de tous les temps, sinon le plus grand de tous les temps, bah, clairement, il n'y a rien à dire. Sauf que bah, il s'est pris un énorme kick et ensuite il a pleuré parce qu'il a perdu pour la deuxième fois contre son plus grand rival. Mais ensuite, vous voyez toutes les réactions sur Internet. Pour les combattants, c'est peut-être presque plus dur d'assumer ça et de se relever de tout ça et de se dire ensuite pour le combat d'après, bon ok mec, là, faut quand même que tu assures pour essayer d'effacer un petit peu ça que la défaite actuelle, on va dire. Ouais. Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est le fameux, c'est pas un proverbe, c'est pas une, enfin, je sais pas comment on dit, mais tu sais, c'est, on est un champion vraiment que quand on connaît la difficulté, qu'on tombe et qu'on se relève en tant que champion. Donc évidemment que Khabib est un grand champion, un énorme, un monstrueux champion parce qu'il a défendu la ceinture et on dit aussi généralement que le plus dur c'est de défendre la ceinture, pas forcément de la gagner. Il l'a défendu avec succès, mais la deuxième maxime qui vient généralement, c'est voilà, un champion, c'est quelqu'un qui peut tomber et se relever à chaque fois et revenir au plus haut niveau, etc. Et du coup, voilà, juste par curiosité, parce qu'en fait, la raison pour laquelle on est aussi fasciné, c'est que Khabib, il est tellement unique en son genre, on n'a jamais, jamais vu quelqu'un comme ça disons, le MMA. La nouvelle génération de MMA, le MMA 3.0 depuis les années, je sais pas, peut-être 2013-2014, on n'a jamais vu quelqu'un comme Khabib. Donc, on est un peu comme, voilà, tu sais, il y a des aliens qui sont arrivés sur Terre, bah putain, tu peux pas t'empêcher de vouloir le toucher partout pour voir comment réagit la peau et tout. Bah là, c'est pareil. On a envie de tout savoir sur Khabib parce qu'il est tellement unique qu'on a envie de le décortiquer sous tous les angles. On a envie de savoir comment il réagit sous certains stimuli, comment il réagit quand il est en difficulté, comment il réagit quand en anglaise il est dépassé et qu'il n'arrive pas à mettre la personne au sol, comment il réagit si lui-même est mis au sol et maintenu par quelqu'un, on ne sait jamais, hein, bon, ça peut arriver. Donc voilà, c'est simplement on voudrait savoir quoi. Non, et puis c'est surtout ce qui fait les légendes finalement, hein. Je, En dehors justement comment dirais-je, des préférences personnelles, on va dire. Enfin, nous, on adore par exemple Cyril Gane, on adore Francis Ngannou, on adore tel ou tel combattant. Mais ce qui fait vraiment les légendes, quand vous regardez les gars qui aujourd'hui encore sont au panthéon du sport, c'est des mecs qui ont connu les plus grosses galères. Et quand je dis ça, c'est pas du tout, c'est dans le côté aussi sportif. C'est à chaque fois, comme le dit Ross, des mecs qui se relèvent de quelque chose. Parce que si vous regardez aujourd'hui Habib, si vous me dites quel est le combat d'anthologie que vous recommandez à quelqu'un, bah ça va être un peu compliqué pour vous parce que le mec qui voit le combat contre Conor McGregor, il voit Habib qui roule sur un mec, comme quasiment tous ses combats. Donc s'il Ouais. y a quelqu'un qui connaît pas ça, bon bah voilà, avec Tyson Fury, vous lui dites, bah regarde le premier combat contre Deontay Wilder. Le mec qui voit ça, il va faire ah ouais quand même chapeau. Ouais. Et c'est ça, c'est les combats qui font que au bout d'un moment, bah le gars, bah, Dan Henderson contre Shogun Roi, bah, Anderson Silva contre Chael Sonnen, voilà, c'est ok, vous pouvez montrer les highlights, les machins, mais quelqu'un qui connaît pas le truc, il va être tout de suite happé parce qu'il se dit ah ouais là je suis vraiment témoin d'un truc qui s'est produit et c'était complètement fou. Et pour Habib pour l'instant, bien évidemment c'est pas de sa faute, c'est juste qu'il est au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas eu ce moment-là. Et c'est pareil pour John Jones avant le premier combat contre Gustafsson.
Ouais. avant même, allez, même contre Cormier, il était au-dessus, mais voilà, les combats où vous le voyez vraiment, vous vous dites, il est obligé de puiser dans ses réserves pour pouvoir s'imposer. Et ça, c'est pas du tout qu'on a envie qu'il perde, c'est Et juste même la au-delà. beauté du sport, en fait. Exactement. C'est même au-delà de ça, c'est non seulement c'est pas qu'on a envie qu'ils perdent, mais c'est personnellement, et je suis sûr que c'est pareil pour toi, c'est parce que il est déjà exceptionnel, Khabib, ça c'est sûr, mais si jamais on le voit confronté à des situations ultra difficiles où il est obligé de puiser ou alors il tombe et il se relève, non seulement il était unique, mais là il va être inspirant, mais d'une force. Parce qu'on le répète encore une fois, ce qui est plus inspirant, le plus inspirant chez certains êtres humains, c'est leur capacité, une fois qu'ils sont vraiment mis la tête sous l'eau et que tout le monde, enfin comment dire, qu'ils se retrouvent dans les pires difficultés et qu'ils arrivent à se relever, à revenir, et tout en gardant leur mental, leur morale, etc. Ça, tu peux pas faire plus inspirant dans la vie que des gars qui font ça. Et si Khabib, on découvre que en plus il peut faire ça, bah ça va devenir le mec le plus inspirant de tous les temps, quoi. Mais Enfin, oui, voilà, et complètement. Et puis même vous, qui êtes fan de Khabib Nurmagomedov, et vous nous dites ah vous êtes anti Khabib ceci cela, je pense avec toute l'honnêteté possible que si le premier round il se fait sonner, même éventuellement mettre knockdown par Justin Gaethje, qu'ensuite il revient et s'impose. ouh, ouh, ah. What happened? Ou je sais pas, mais ça s'est arrêté au moment où tu disais et si on découvre qu'il se fait knockdown au premier round et ça s'est arrêté là, ça a Et frisé. si on découvre qu'il se fait knockdown au premier round, qu'il revient pour finalement soumettre Justin Gaethje, bah, ce sera pour vous peut-être votre plus beau souvenir d'un combat de Khabib parce que vous aurez tremblé. Ouais. Ensuite, vous pourrez montrer à tout le monde, bah regardez, en plus il a du cœur, en plus machin, en plus machin. Donc non, franchement, voilà, c'est juste le fait de le voir un peu challenger. Comme voilà, le combat Kamaru Usman contre Colby Covington. C'était Ouais. un combat, les mecs étaient au coude à coude et finalement, nous on préfère enfin, pour ma part, moi je préfère Kamaru Usman, bah, j'étais hyper content de voir ce combat-là parce que voir Kamaru Usman rouler sur Tyron Woodley, ok, quand vous êtes fan, c'est super parce qu'il n'y a aucun moment vous êtes en train de trembler, vous dites oh non. Mmh. Mais là, vous voyez le combat, c'est génial. Et en plus, vous pouvez le revoir en étant bon, bah c'est cool, j'ai le résultat, je peux quand même apprécier le truc tranquillement. Mais c'est ça en fait, c'est pour ça que finalement, presque ce qu'on recherche le plus, c'est d'avoir ce coup de tampon où tu te dis: «Ah ouais, c'est authentiquement une personne extraordinaire de laquelle je peux m'inspirer sans aucune retenue parce que, clairement elle fait des choses que voilà, enfin, que je peux peut-être pas faire ou qu'en gros je dois aspirer à réussir à faire». C'est pour ça que parallèlement, quelqu'un comme Ronda Rousey, eh ben, c'est en train de Exactement. devenir une, mais vraiment, je sais pas, comment on dirait, disgrace c'est en Une train de, honte. Une honte. ouais, et encore le mot est peut-être trop dur parce qu'une honte, ça voudrait dire qu'on on la respecte pas alors que voilà, elle a fait avancer le MMA féminin, elle a été championne. Mais cela dit, une fois qu'elle a été destituée, de son titre de champion et qu'elle a perdu, elle a été mais, ça a été c'est moche quoi ce qu'elle a fait. Elle a été odieuse dans la défaite. Elle a refusé, de l'accepter. Elle est jamais revenue et puis elle a dit: «Oh bah j'arrête, si c'est en gros, si c'est comme ça, bah j'arrête». Et on ne peut pas, vraiment je vous mets au défi de trouver qui que ce soit qui a été inspiré par la fin de carrière et le caractère et le mental de Ronda Rousey sur la fin. Je pense que c'est impossible. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait, ce serait la dernière case cochée pour Khabib, en tout cas en ce qui me concerne, ce serait de le voir galérer, puiser dans ses ressources parce qu'il se fait poncer ou quoi que ce soit, revenir et battre quelqu'un et montrer qu'effectivement il a un cœur de ouf et tout ça. Parce que alors là, bah, je deviens le fan numéro un, enfin c'est clair, hein. Oui, non, mais complètement. Mais ça, c'est ouais, exactement. Enfin, c'est le côté en fait, tout simplement, et c'est pour ça qu'on voulait aussi voir le combat contre Tony Ferguson. C'est entre guillemets qu'il y a un exploit sportif, on va dire. Et c'est pour ça que nous, par exemple, Georges Saint-Pierre, on dit souvent ouais, il a roulé sur tous les mecs, mais quand il y a eu les revanches face à Matthews, quand il y a eu les revanches, enfin, Matt Serra, il était sur le papier, était plus fort, mais par exemple la revanche contre BJ Penn, c'est le genre de combat où à chaque fois, voilà, il leur a roulé dessus, certes, mais avant le combat, bah, on était comme ça. Parce Ouais, que tu te dis, bah, là, il est vraiment en danger, et finalement, il roule dessus. Mais voilà, un peu comme voilà, le combat Habib-McGregor l'avant-combat, c'était quand même, bon, bah, vous faites comme ça, et puis on ne sait pas qui va gagner, hein. ouais. Donc,
finalement, le déroulé, il leur a roulé dessus. Mais voilà, à la différence de Habib, JSP a été mis en grande difficulté plusieurs fois dans sa carrière. Il y a même des combats qu'il a gagnés en étant mis en grande difficulté. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire comment vous voyez se dérouler le combat Gaethje contre Habib Nurmagomedov. N'hésitez pas à lancer 5 étoiles sur iTunes, ça nous fait énormément plaisir, surtout qu'on se rapproche des 200 et ça rust. C'est même beau. Ouais. Et puis ouais, moins 38% avec le code MySweetProtein. Avec le code la sueur. Voilà. À la prochaine. Soit.